Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Rurik en Pitch dans lequel je vais parler avec ma bouche d'un cinéaste ultra légendaire et culte. Pas parce qu'il est mort, non, vraiment culte, très important. Lucio motherfucking Fulci. Alors c'est un mec qui est quand même victime, qui fut victime d'une incompréhension. Parce qu'il y a quand même des gens, par exemple ces deux-là, les mecs qui avaient rien compris c'était eux, Michel et Jacques. Michel et Jacques, ils arrêtaient pas de dire Lucio Fulci, ouais c'est un peu du Argento en plus bis, il y a une sorte de rivalité, même Fulci des fois dans les interviews il s'énervait. C'est marrant on les comparait, pourquoi? Bah finalement parce que c'est deux Rital qui font de l'horreur, deux Rital contemporains. Ça s'arrête là. Lucio Fulci n'est pas un Argento bis, Lucio Fulci c'est Fulci. Il a des obsessions totales sur les femmes, sur la violence et surtout c'est un cinéaste de la putréfaction, c'est un cinéaste du corps qui part en lambeaux, c'est un cinéaste de la mort, c'est un cinéaste de la poésie macabre, c'est quelqu'un qui est dans la construction esthétique, sonore, visuelle d'une poésie de fin du monde. Il est vraiment comme ça, il est vraiment comme ça. La maison près du cimetière, qui est le film que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, est à mon sens l'un des plus terrifiants. Il est un peu gore. Il y a des gens qui appellent pour dire « Eh, Fulci, il est pas gore ». Il est gore. Et quand il est gore, il est dégueulasse. Mais surtout, c'est un film vraiment où tu sens que tout est en train de s'écrouler. Tout est en train de mourir tout le temps. Des prémonitions qu'ont les personnages, jusqu'au plan, la musique. On sent qu'il y a une espèce d'odeur de mort. Tout est lourd, tout est lent, comme si la mort avançait vers vous de manière hyper mécanique, méthodique. Non, vous courez plus vite, mais c'est pas grave. J'arriverai jusqu'à vous quand même. Et le personnage principal, le méchant, je vous en dis pas plus, il est comme ça. Il avance, il bouge comme ça, très lentement, mais c'est irrémédiable. Et c'est ça chez Fulci. On ne peut pas échapper à la mort. On ne peut pas échapper à la chair qui va pourrir. Il est comme ça, il a un côté très noir. C'est pas un mec drôle, Fulci, là. Il a fait des trucs drôles dans les films, là, il y en a pas. C'est pas un mec drôle, c'est un mec qui parle de la mort. Je vous ai déjà dit qu'il parlait de la mort ? Et donc il y a une espèce de menace qui ronge le film, qui ronge les personnages. Tous les personnages ont l'air hantés par quelque chose, on ne sait pas quoi. Il y a des séquences qui sont absolument incroyables, notamment en termes de montage, regardez. Anne. Ces échanges de regards, on dirait du Sergio Leone, un petit peu du Sergio Leone Doom. Les gens se regardent, on ne sait pas, c'est comme si, dans le regard des personnages, comme si c'était tous conscients qu'ils allaient tous y passer. Que quelque chose de négatif, de néfaste, de morbide hantait les sous-sols, hantait leur vie, hantait la maison et allait les hanter eux-mêmes. Puis on a cette musique qui est vachement bien, Walter Rizzati. Walter Rizzati a fait une musique assez étrange qui est un mélange de Bach et de l'Adagio d'Abinoni. Quelque chose de très solennel, de très mortuaire, de très christique presque. Comme si c'était déjà une musique d'église. Comme si les personnages, on était en train de se recueillir sur leur tombe. Fulci, il est terrible, il est tellement terrible qu'il est là, regarde bien. C'est lui qui est en train de parler au personnage principal. C'est Fulci, regarde-le avec ses petits journaux pour faire américain. Mais t'es pas américain, Fulci, t'es italien et en plus t'es mort. Faut quand même savoir que La maison près du cimetière fait partie de ces films, t'es avec le film. T'es pas en train de te foutre de la gueule du film, parce qu'il est vraiment malaisant. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis vraiment liquéfié de terreur. Mais vraiment, il est poisseux, il est sale, il est moche, il est vraiment dur, il est vraiment habité d'une sincérité. On sent pas que Fulci, c'est un gars qui, d'une manière générale, mais dans celui-là en particulier, qui prend la pause en disant « Ah, vous allez voir, là, moi, le public, je vais essayer de lui faire peur. Hein. » Non, non, il est comme ça. C'est son truc, cette terreur sourde. Et il y a quelques séquences qui sont vachement bien. Regardez par exemple ces séquences-là. On voit dans une vitrine un mannequin, la tête par terre, des trucs, des machins. Le personnage
personnage qui ressemble à un mannequin. Les gens sont déjà morts, ils sont vrais, ils sont pas vrais, on sait pas ce que c'est. C'est une espèce de poésie complètement lugubre, tout n'est pas expliqué. C'est souvent comme ça dans le cinéma italien. Il y a des choses, souvent le cinéma fantastique italien, un peu exubérantes, et vous verrez tout à l'heure, je vous parlerai un petit peu du cast, producteurs, scénaristes, tout ça. Ils ont tous œuvré sur des trucs de ouf, donc il y a quand même une putain de lignée céleste. Autre séquence qui te montre que Fulci, c'est quand même pas un tocard. À un moment, t'as Catriona McCall. Qui est-elle? Je vous le dirai tout à l'heure. Catriona McCall qui descend avec son mari dans la cave. Et là, il y a une chauve-souris. Une espèce de chauve-souris. Alors, t'imagines la chauve-souris? Les mecs, ils l'ont acheté là-haut, là, vers Gare du Nord. C'est combien? C'est 2 €. Ah, ben, je prends. Et puis, tu la jettes sur les cheveux de Catriona. Donc, ça pourrait être du méga Z. Sauf que c'est Lucio. Et avec cette espèce de chauve-souris mal faite, on a une scène de terreur où Catriona McCall, elle hurle. Et c'est la putain de terreur avec une chauve-souris en plastique à 2 € chez les Indiens de Gare du Nord. Regarde. Ça, c'est de la maestria. Fulci, il peut faire ça. Oui, j'avais pas de budget, donc mon film est pas bien. Non, mon gars, c'est parce que t'avais pas de talent. Et Fulci, il a du talent. Même quand il montre des yeux un petit peu bizarres comme là. Regarde les deux petits yeux. C'est quoi ces yeux de voyeur? D'ailleurs, ça rappelle un petit peu, c'est dans Inferno, je crois qu'il y a ça. En comparaison à Argento. Mais c'est poétique et c'est beau et c'est magnifique. Et maintenant, on va faire un tour du côté du cast du film pour vous expliquer qui c'est qui est dans le film. C'est une chauve-souris. Bob! Yes, Daddy? Keep away from the door! Yep, I will! D'ailleurs, il y a un truc qu'il faut dire quand même, c'est que le grand méchant un peu fantomatique du film qu'on voit jamais jusqu'à s'appelle Freudstein. Freudstein, c'est-à-dire Freud et Frankenstein. Le monstre, la créature fabriquée maintenant je ne sais pas trop quoi, et la psychologie, l'horreur et l'horreur intérieure. Voilà, ça c'est bien Fulci. Freud, Frankenstein, Freud, Frankenstein. Il y a plein de gens dans ce film-là. Il y a plein de gens dans ce film-là, notamment, il y a Paolo Malco qui est l'acteur principal, qui est une gueule qu'on a vu dans plein de trucs, Crime au cimetière étrusque de Lucio Fulci, Les Guerriers du Bronx 2, je crois, enfin bref, il a été dans plein de trucs comme ça, c'est vraiment une gueule du cinéma bisrital des années plutôt 80. Il y a Catriona McCall, formidable, qui s'appelle Catherine McCall dans le film, mais Catriona McCall en réalité. Elle a fait Frayeur de Fulci, elle a fait plein d'autres bis, et on l'a vu il y a quelques années dans le film français Horsehead de Romain Basset, qui est aussi sur Freakson. Catriona, elle a fait des tas de trucs, c'est vraiment une légende de bis. Il y a aussi le producteur Fabrizio De Angelis, Fabrice d'Angèle, il a produit plein de Fulci des années 80, vraiment des Fulci solides. Je crois que c'est lui qui est derrière justement Frayeur, L'Au-delà, L'Enfer des zombies, tout ça c'est Fabrice. Fabrice, il a aussi réalisé des films sous pseudo, un pseudo américain mais j'ai oublié le nom mais rigolo, comme par exemple Tonnerre 1, 2, 3. Il a produit Les Guerriers du Bronx de Castellari. Encore un mec qui a beaucoup œuvré dans le bis. On a le scénariste qui s'appelle Dardano Sacchetti. Alors lui, il a bossé, mais mon pote, sur genre une centaine de films. Il a bossé avec Argento sur Le Chat à 9 queues. Il a bossé sur Choc de Mario Bava. Il a bossé sur Atomic Cyborg. Il a bossé sur plusieurs Fulci. Il a fait plein de trucs de ouf. Dardano, il ramène sa race. C'est vraiment un mec qui est une pierre démon de Lamberto Bava, l'un de mes films préférés. Une pierre maîtresse, pièce maîtresse, c'est un maître, Dardano. Et puis il y a le musicien. Qui est le musicien? Dans la séquence d'après.
Il faut quand même noter que Fabrizio De Angelis, il avait un pseudo donc américain, c'était Larry Ludman. Et Dardano Sacchetti aussi, vers la fin de sa carrière, il avait aussi un pseudo, David Parker Jr. Pas Ray Parker Jr, mais David Parker Jr. Pourquoi? On ne sait pas, je m'étouffe de rire devant ces pseudos. Hein. Et Walter Rizzati, le musicien, alors Walter Rizzati, il a fait plein de trucs. Il a pas fait plein de trucs, mais il a fait quelques petites choses. Il a notamment fait la musique de quelques-uns des films bis produits par Fabrizio De Angelis, mais aussi Cul et chemise avec Terence Hill et Bud Spencer et Bagarre à Bagdad pour X17 avec Roger Hanin et Rory Calhoun. Ça vous fait peut-être rire quand je dis Rory Calhoun, mais Rory Calhoun, c'était une vieille gloire du cinéma hollywoodien, un truc de ouf, et qui est le vieux monsieur relou, meurtrier, qui fait des espèces de bacon grillé avec des gens dans Nuit de cauchemar qu'on trouve sur Freakson. Putain de bis des années 80, très rigolo. Donc il y a quand même une espèce de belle galaxie hein, autour de ce Fulci. Alors ça paraît bis tout ça, on rigole, mais c'est pas marrant. Je vous le répète, c'est pas marrant, c'est ignoble. Bob, Bob, I'm here, behind you, on the other side of the street. Hello. Hello. My name is May. I've been expecting you. Et ben voilà, on va conclure parce que finalement la parole ne compte pas beaucoup. Oh, je vais le refaire, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a, elle me pousse? Faut savoir que quand on tourne avec Domiti, on est toujours méprisé. Elle carte puis elle fait comme ça, genre vas-y, casse-toi quoi. Genre recule, mais casse-toi toi. Limite. Tu filmais? Oui, je filme. Ah cool. Alors, on va conclure cette émission parce qu'il faut vraiment que vous matiez ce film. Si vous l'avez déjà vu, regardez-le à nouveau. Moi, c'est le cas. Je l'ai revu pour faire cette émission. Je me suis dit, putain, Fulci, c'est pas une espèce de Madeleine de Proust, style, ouais, j'ai tellement flippé. Non, mais je l'ai revu, je me suis dit, ah putain, c'est poisseux, ça rase, c'est tellement tendu. Puis en plus, il choisit des personnages, des enfants qui ont des têtes à moitié d'enfants, mais à moitié d'adultes. Enfin, il y a un casting sur les visages des enfants. C'est pas le village des damnés, mais tu sens qu'il a envie d'enfants expressifs, quoi, avec des espèces d'yeux perdus. On dirait que c'est des enfants qui sont déjà des fantômes presque. C'est vraiment incroyable. Enfin, vraiment, c'est un mec qui était dans son truc de A à Z. Vraiment, Fulci, c'était pas un poseur. Argento non plus, hein. Mais Argento, lui, est plus dans une esthétisme. Je parle pas des Jelly, hein. Je parle d'une esthétisme complètement folle. Alors que Fulci, il est vraiment dans le. Oh, je vais te faire mal. Ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse. C'est l'esthétisme du sale. Ça, c'est fort. L'esthétisme du sale. On va conclure en lisant la dernière fois. Et je vous avais posé une question sur 4 mouches de velours gris. Quelle est la scène de votre vie que vous aimeriez revivre au ralenti? Vous vous souvenez de ça? Pour la petite anecdote, je vous l'ai pas dit, mais quand on a tourné cette émission, il y avait un jeune enfant qui nous regardait, il avait genre 12-13 ans. Quand on a arrêté de tourner, il nous a dit, eh ben moi, ce que j'aimerais bien revoir au ralenti, c'est quand j'ai embrassé ma copine en Tunisie et je l'ai pas revue depuis et tout. Et il s'est mis à nous parler comme ça. Et c'est vrai ou pas, Domiti? C'était incroyable. On lui a rien demandé, il est venu nous parler de ça. C'était tellement beau. Voilà, c'est aussi ça, Freakson. Alors, la réponse du coup à la question nécromorbide, bien sûr. Nécromorbide, là, je suis obligé de dire parce que là, pour le coup, c'est pas parce qu'il m'envoie des chèques, parce qu'il envoie à chaque fois. Là, c'est vraiment parce que c'est bien. Donc, il a dit, difficile de ne citer qu'un seul moment. J'hésite à dire ma découverte de la VHS de Evil Dead 2 lors de la sortie à mon vidéoclub ou encore ma rencontre avec Jean-Pierre Puters, qu'on salue. Mais au final, je dirais mon premier plan à 3. Ça devait être pas mal le premier. Coquin. Et du coup, je vais vous poser une petite question. Je fais beaucoup d'erreurs là. Je suis ému par la nature. On a parlé du plan A3 de Nécromorbide. Vous qui n'aimez pas dessiner, écrivez sur les réseaux à quoi ressemblait le premier plan A3 de Nécromorbide. Régalez-nous.